On est go? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Avro, un outil de serialisation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors, hop. Alors, pour me présenter, je m'appelle Alexandre Victor, je travaille à la Société Générale. Si vous avez des questions, si on n'a pas le temps de les poser après le talk, je serai au stand Société Générale cet après-midi. Alors Avro, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un des modules d'Hadoop. C'était un sous-projet d'Hadoop. C'est devenu un projet à part entière chez Apache. Et en fait, c'est l'outil qui est utilisé dans Hadoop pour stocker des gros volumes de données dans des fichiers. Il y a une implémentation en Java, en Python, en C. Et il y a eu d'autres implémentations après en dehors d'Apache pour encore d'autres technos. Et notamment en .NET, Microsoft a même sorti sa propre implème en mode open source, notamment parce que sur Azure, le cloud de Microsoft, on peut faire tourner maintenant du Hadoop. Du coup, ça facilite vachement l'intégration avec l'écosystème .NET. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, Avro, c'est assez connu en fait dans l'univers du big data, mais à mon avis, ça peut rendre beaucoup de services, même si on ne fait pas du tout de big data. Donc le premier cas d'utilisation auquel on peut penser, c'est les batchs, les échanges de volumes de données. Mettons que vous ayez en fait une grosse base de données et que vous ayez à faire une sorte de dump et à échanger avec une autre application des fichiers et qu'aujourd'hui vous faites du CSV, Avro peut vous rendre service. Alors un fichier Avro, comment ça se présente? Vous avez une structure assez simple. Vous avez une en-tête qui va décrire la structure des données avec un schéma et puis quelques métadonnées. Et puis ensuite, vous avez une liste d'enregistrements. Le schéma, c'est un document JSON avec un formalisme à la Avro. Vous avez une liste de champs. Là, c'est des types simples. Donc vous avez un client ID, c'est un int. Ensuite, vous avez un nominal, un double, une chaîne de caractères. Vous pouvez avoir des champs plus compliqués, enfin des types complexes. Sur le principe, ça ressemble beaucoup en fait à un schéma XML. À partir de ce schéma-là, c'était l'exemple où j'avais un schéma, je représentais un thread, je peux générer une classe Java. Pour serialiser, déserialiser un objet, je vais créer, avec l'API Avro, je vais créer un writer, un datum writer, un serialiseur. Je lui passe je le paramètre avec mon type trade qui a été généré par mon schéma. Ensuite, il faut que je crée un encodeur. Alors pourquoi il faut que je crée un encodeur? Parce qu'avec Avro, on peut écrire ou des données binaires ou du JSON. Donc là, j'ai choisi de faire du binaire. Et ensuite, une fois que j'ai mon encodeur et mon writer, j'ai plus qu'à faire write et j'écris mon objet thread. Ça, c'est pour un seul objet. Pour lire, c'est un peu la même philosophie, sauf qu'on ne parle plus de writer, mais de reader. On ne parle plus d'encodeur, mais de décodeur. Et ensuite, là, je récupère, à partir de mes données qui ont été serialisées, mon objet déserialisé. Donc ça, c'était avec de la génération de code. On n'a pas toujours envie de générer du code. On peut, avec Avro, ne pas générer du tout de code et partir avec des structures non typées. Donc là, dans Avro, on a un objet qui s'appelle un generic record. Ça ressemble sur le principe à une hashmap. Là, je vais juste passer en paramètre du constructeur de generic record un schéma. En fait, l'objet JSON que je vous ai montré tout à l'heure, il peut être parsé et donner un objet schéma. Là, je fais des puts comme sur une map. Et puis ensuite, j'ai un datum writer comme tout à l'heure, que je ne vais pas paramétrer avec un type, mais avec mon objet schéma. Et c'est un peu la même histoire avec le reader. Alors ça, c'est bien, mais il y a un petit peu plus de boulot pour pouvoir manipuler des gros fichiers avec une en-tête et ensuite des enregistrements, tels que je vous l'ai montré juste avant. Alors comment on fait? On va partir d'un fichier ou alors là c'est une erreur, c'est plutôt d'un input stream. Et puis on va créer donc un writer et ensuite un data file writer. Après, on peut spécifier un codec. Alors pourquoi on peut spécifier un codec?
parce que en plus de sérialiser ou en binaire ou en texte, on peut appliquer par-dessus la sérialisation de la compression. Et donc là, j'ai choisi d'utiliser Snappy, qui est donc un codec de sérialisation fait par Google. Ensuite, je configure donc mon data file writer avec mon schéma, le schéma de tout à l'heure. Et ensuite, j'ai plus qu'à appeler la méthode append sur mon data file writer. Et là, je peux l'appeler au fil de l'eau. Je peux implémenter une sorte de pipeline. Mettons que j'ai une sorte de curseur sur ma base de données. Je peux, pour chaque élément, chaque entrée, en fait, appeler la méthode append. Donc, je peux déverser dans un gros fichier Avro énormément de données en gardant une empreinte mémoire qui reste raisonnable. Alors, pour lire, comment ça se passe? Vous allez voir, il va y avoir un petit peu moins de code. On va donc partir toujours d'un fichier ou d'un stream. Je vais avoir un reader et puis je vais créer un data file reader qui va prendre en paramètre le datum reader et le fichier. Et puis ensuite, je vais récupérer une sorte d'itérateur. Et cet itérateur, il va travailler en mode lazy. C'est-à-dire que si j'ai 15 millions d'entrées dans mon fichier, je ne vais pas forcément les avoir en même temps dans ma mémoire. Donc là, pareil, voilà, je vais pouvoir dépiler mes enregistrements au fil de l'eau quand moi j'en ai besoin. Alors tout ça, c'est super, mais en fait, c'est pas vraiment la raison qui m'a fait faire ce talk aujourd'hui. La raison pour laquelle en fait je vous parle d'Avro aujourd'hui, c'est parce que mon trade, mes structures de données en général, elles peuvent évoluer, elles peuvent bouger. Là, j'avais 3 champs il y a 5 minutes, et puis là, je décide de rajouter un nouveau champ. Et ça, si j'utilise la plupart des protocoles de sérialisation, je suis plutôt contraint. Je vais avoir du mal à faire évoluer mon modèle. Et si je le prends pas en compte, si je prends pas en compte ce besoin, je me retrouve rapidement dans des situations qui sont un peu inélégantes. Je me retrouve un peu dans l'embarras. Et ça, en fait, dans Avro, c'est pris en compte dès le départ. C'est pour moi la killer feature d'Avro. C'est ce qu'on appelle la résolution de schéma. En fait, quand on va désérialiser avec Avro, on peut, c'est optionnel, mais on peut, spécifier 2 schémas. Un schéma qu'on appelle le writer schema et un autre qu'on appelle le reader schema. Alors, qu'est-ce que c'est que le writer schema? C'est le schéma en fait qui a été utilisé pour la sérialisation. Le reader schema, c'est le schéma qu'on veut utiliser maintenant pour la désérialisation. Le writer schema, il est unique. On est obligé de l'avoir en fait pour pouvoir relire les données. Et le reader schema, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs possibilités en fait. Il faut respecter quelques règles pour que les deux puissent être utilisés conjointement dans un reader. Mais il y a quand même une grosse marge de liberté, de souplesse. Parce qu'entre 2 schémas, on peut rajouter des champs, on peut en supprimer. Si on aide un petit peu l'outil, on peut même renommer les champs. Bon, bien sûr, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas, notamment, changer le type d'un champ. Si j'avais un champ de type string et que je change en int, il va pas magiquement réussir à tout convertir. Ouais. Ok. Donc ne pas manger dans les salles, s'il vous plaît. Donc on peut faire beaucoup de choses entre 2 schémas. Et ce qui est pratique, c'est que l'outil peut vous dire si 2 schémas sont compatibles ou non. On n'a pas besoin de sérialiser un objet et essayer de le désérialiser, et là de se rendre compte au dernier moment que ça ne marche pas. Non. On a dans l'API un helper qui permet de savoir à coup sûr si mes 2 schémas sont compatibles. Alors, on peut trouver du coup d'autres usages autres que l'échange de gros volumes de données. On peut, par exemple, si on fait de l'event sourcing, utiliser Avro pour sérialiser des flux d'événements. On peut aussi l'utiliser pour faire communiquer, de manière plus classique, 2 applications ensemble. Alors, à propos de l'event sourcing, si vous avez bien suivi, vous allez peut-être me dire qu'il y a un problème. Parce que quand on fait de l'event sourcing, du coup, pour pouvoir relire plus tard les données sérialisées de mon événement, je suis obligé de connaître le schéma
qui a été utilisé, le writer schema, qui a été utilisé pour écrire les données de mon événement. En fait, là, il y a une petite astuce. C'est qu'avec mon événement, au lieu de stocker le schéma en lui-même, je vais stocker juste une petite empreinte. Et en fait, c'est aussi prévu dans l'API. Je vais avoir une sorte de, c'est pas un SHA-1 mais ou un MD5, mais sur le principe, c'est un peu pareil. Ça va être quelques octets qui vont permettre en fait de retrouver plus tard le schéma qui a servi à écrire les données. Donc là, ça me permet d'avoir un surplus, un overhead assez raisonnable en fait pour retrouver le schéma qui va bien pour pouvoir relire mes événements. Et alors pour l'échange entre applications, je vous propose une petite démo. Je vais avoir d'un côté un serveur qui fournit des données financières, des trades, où je vais avoir un product ID, une quantité, un nominal, une date. Et puis de l'autre, en fait, je vais avoir une sorte de consommateur, un client qui va recevoir mes données. Mais sauf que là, j'ai un champ en moins, je veux pas de quantité, et puis j'ai un champ en plus qui va être une trading place, une bourse. Et alors pour corser les choses, donc j'ai des contrats différents, je vais avoir aussi des technos différentes. Je vais avoir un serveur en Java donc qui fournit mes données et un client en .NET qui les consomme. Alors pour la démo en fait, j'ai mis en place une sorte de cinématique où je vais avoir le client qui envoie un premier message au serveur en envoyant lui la structure qui s'attend à consommer. Donc il va envoyer un reader schema. Le serveur, lui, il va vérifier que le reader schema est bien compatible avec ce que lui, il a sous la main. Et il va envoyer en réponse son writer schema. Ce qui fait que le client, en ayant le writer schema et le reader schema, il va pouvoir en fait désérialiser les données. Et ensuite, le serveur, lui, il n'a plus qu'à envoyer les données, les trades. Donc là, je vais basculer. Hop. F11. Sur la démo. Donc j'ai un Visual Studio avec mon client .NET. Donc là, vous voyez, c'est le schéma. Alors, j'en parle pas beaucoup, mais pour faire communiquer les deux ensemble, j'utilise 0MQ, parce qu'il y a des impléments full .NET et full Java. Il y a un truc qui s'appelle NetMQ, et en Java, il y a un truc qui s'appelle GeroMQ, avec un J. Hop. Donc là, j'ai ma version Java avec mon schéma qui est un petit peu différent. Hop. Et voilà. Et là, les deux sont parlés. Il a bien vérifié que les deux schémas étaient compatibles. Le serveur Java envoie des trades avec un product ID, une quantité, un nominal. Et puis la partie .NET, on a bien un product ID, mais on a une trading place. Et là, en fait, l'astuce, c'est que la trading place, elle est obligatoire, mais dans mon schéma, j'ai fourni une valeur par défaut. Que je peux voir, que je peux voir ici. Là. Donc la trading place, par défaut, c'est Paris. Et du coup, si je regarde dans mes logs, forcément, il met Paris. Et pour vous montrer que c'est pas un truc enregistré, je vais changer le type d'un champ. Et là, normalement, ça va planter. Donc si je mets... Hop, mettons que la date, maintenant, j'essaye d'avoir un long. Hop, ça, et je relance. Donc là, il me dit, voilà, les schémas, tout de suite, les schémas sont incompatibles, donc on va même pas essayer de transférer des données. Donc j'ai terminé, je vous ai mis quelques ressources. Alors les slides de cette présentation sont accessibles sur mon GitHub. J'ai une variante pour ceux qui font du .NET avec de cette présentation que j'avais présentée au Meetup Alt.NET avec des bouts de code avec l'API .NET. Et puis si vous voulez, si vous vous intéressez à Avro, et j'espère que c'est le cas, il y a l'aspect Avro avec la partie résolution de schéma qui est assez importante à regarder. Et puis ensuite il y a pas mal d'articles en fait sur les sites de Microsoft. Merci à tous. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour des questions, je suis pas sûr. Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a des implèmes dans d'autres technos? En Objective-C, je sais pas. Je sais qu'il y a une implème en JavaScript pour Node. J'ai pas eu le temps de la tester. Il me semble qu'il y a aussi une implème en Go. Mais là, pareil, là, j'ai surtout testé la partie Java et la partie .NET. Ouais. Alors, si tu prends la sérialisation RMI, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a eu quelques benches qui ont été faits avec Protobuf. En fait, le problème des benches, c'est que ça dépend beaucoup des données que tu as en entrée. C'est assez similaire. Après, alors pour Protobuf, j'ai pas eu le temps d'en parler dans la presse, mais tu as un pont aussi entre Protobuf et Avro. Tu peux prendre des classes qui sont générées par Protoc, par Protobuf, et les réutiliser avec Avro. Donc tu peux convertir comme ça de manière un peu indirecte un fichier proto en fichier Avro. Pour les perfs, c'est relativement similaire. Après, c'est pas fait pour faire de la faible latence. C'est relativement performant pour des gros volumes, mais voilà, c'est pas. Enfin, il faut tester selon ton cas d'utilisation, quoi. Oui. Alors, le schéma, en fait, là, dans la démo, j'ai pas de code généré. Donc, tu peux prendre en compte des nouveaux schémas. Là, tu vois, dans ma démo, j'ai changé mon schéma .NET. Bon, ça a planté, hein, mais je l'ai changé sans redémarrer le serveur Java. Donc, voilà, c'est assez souple à ce niveau-là. Et pour la partie event sourcing, ça, je l'ai mis en place. En fait, ce qu'il faut faire, je suis passé un peu rapidement, c'est stocker quelque part gérer une sorte de repo de schéma. Et donc là, effectivement, en runtime, tu vois, quand le process démarre, tu sais pas à l'avance quels sont les schémas que tu vas prendre en compte. Une dernière question, peut-être? Ouais. Et un, pardon, et un? Bah, en fait, Avro, tu peux l'utiliser en JSON, déjà, si tu veux. Bah, je pense qu'en partie binaire, oui, tu gagnes pas mal de place parce que quand tu fais du JSON, tu es obligé de mettre les noms des champs, tu es obligé de tout mettre en chaîne de caractères, y compris les valeurs numériques. Donc là, bon, après, tu peux passer une couche de compression. Mais pour des gros volumes, j'ai pas de chiffres en tête, mais bon, tu vois, je pense que sur Hadoop, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait vraiment un gain, quoi. Après, encore une fois, pour moi, là, vraiment l'intérêt, c'est d'avoir tout de suite une confirmation du fait que ton schéma est compatible ou non. Ce que tu vas pas avoir si tu dis j'utilise juste JSON, quoi. Ouais. Merci à tous. Yep.